Que devons-nous faire? Freedom, Londres numéro 3, décembre 1886. Si les prévisions contenues dans nos articles précédents sont exactes, si nous nous trouvons réellement à la veille d'une période qui se caractérisera par des grands mouvements éclatants à travers l'Europe entière, lesquels ne transformeront pas seulement les gouvernements actuels, mais modifieront également les droits de propriété établis, et les individus les plus intelligents, y compris au sein des classes dominantes, n'auront pas le moindre doute à ce sujet, alors se pose nécessairement la question: qu'est-ce que des classes ouvrières chercheront à accomplir lors des périodes troublées à l'avenir? Dans quelle perspective de la révolution prochaine? Quel est leur programme? Les classes dirigeantes savent fort bien ce qu'elles feront, leur programme est établi. Il s'agit de conserver, par tout moyen possible, le pouvoir et les instruments de production. Par conséquent, elles essaieront dans un premier temps d'empêcher la diffusion des idées socialistes. Si elles n'en sont pas capables, elles chercheront à avoir la mainmise sur le mouvement et à l'orienter dans une direction moins dangereuse pour leurs privilèges. Mais si cependant le mouvement prend résolument un aspect socialiste, s'il se développe et gagne en puissance, s'il met sérieusement en danger leur monopole, alors elles se mettront à proposer quelques concessions plus illusoires que réelles, et par de telles concessions tenteront de diviser les travailleurs, de trouver un appui parmi les fractions les moins avancées, elles-mêmes privilégiées, contre les plus avancées, celles qu'on appellera les violents, la populace, les voleurs et d'autres noms semblables. Et si les travailleurs ne sont pas bien conscients du danger d'accepter ces concessions illusoires, s'ils se laissent eux-mêmes diviser en deux camps, alors les classes aisées, sans distinction d'opinion, s'uniront pour écraser dans un premier temps les fractions les plus avancées et plus tard les moins avancées à leur tour, de manière à rétablir leur pouvoir et leurs privilèges sur une base aussi solide qu'auparavant. Cela s'est passé de la sorte sur le continent en 1848 et dans ce pays lors du mouvement chartiste, qui possédait fondamentalement les mêmes tendances socialistes que le mouvement actuel. Ce programme-là est clair. Tout capitaliste et tout propriétaire, quoi qu'il puisse être par ailleurs, conservateur ou libéral, monarchiste ou républicain, stupide ou intelligent, le comprendra aisément et y adhérera. Mais les travailleurs socialistes disposent-ils d'un programme aussi bien défini et aussi facilement intégré que celui que nous venons de citer? Savent-ils également ce qu'ils essaieront, eux, de faire advenir? Disent-ils par exemple: vous tenterez de conserver la possession de la terre, des ateliers, des voies de chemin de fer, du capital, et nous essaierons de prendre possession de la terre, des ateliers, des voies de chemin de fer et du capital pour nous-mêmes, nous qui avons produit toutes ces choses. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre oui. On ne s'est pas encore accordé sur aucun programme aussi défini que cela, qu'il s'agisse de la grande masse des travailleurs européens, ou même de ce grand nombre de travailleurs qui ne renient pas le nom de socialistes. Beaucoup d'entre eux, ne croyant même pas à la possibilité de s'approcher d'une telle solution, pour les générations à venir, ne s'en préoccupent pas du tout. Quelques réformes, quelques lois pour la protection des femmes et des enfants, quelques lois pour réduire les heures de travail, des aides pour les associations de producteurs, leurs requêtes ne vont pas plus loin. Ils n'ont aucune conscience de leur propre force, aucune croyance dans la possibilité d'abolir les privilèges sanctionnés par des siècles de mauvais gouvernements. Prenant leur propre désir d'une existence tranquille pour une réalité universelle et haïssant de tout cœur le bruit des rues et des haillons de leurs propres frères moins privilégiés, ils s'apaisent à la pensée que tout se passera en douceur, qu'ils ne sont jamais contraints de laisser leur petit confort, hormis pour s'acquitter des devoirs d'électeurs basiques, et que de cette façon, une fois que la Terre aura accompli 200 ou 300 révolutions supplémentaires autour du Soleil, les générations futures auront atteint un mode d'organisation parfait. D'autres aiment le bruit des rues, ils croient à la puissance des masses inspirées par le désir de liberté ou mécontentes de leurs conditions actuelles. Ils croient en un progrès plus rapide, mais leur rêve est qu'un beau jour, le peuple d'Angleterre se soulève, se débarrasse des gouvernants qui s'opposent au désir du peuple et en nomment de nouveau à leur place. Dès lors, ces gouvernants, qui appartiendront à une race d'hommes tout à fait différente des gouvernants actuels, arrangeront tout pour le mieux. Mais que feront ces nouveaux gouvernants? Seront-ils tous nommés dans le but d'exproprier les propriétaires actuels? Seront-ils tous inspirés par des désirs semblables aux masses réduites à la misère sous l'étau du capital?
Seront-ils capables, depuis les accords de Westminster, de réformer l'ensemble de notre immense et complexe système industriel et commercial? Auront-ils le pouvoir magique d'améliorer la situation des ouvriers, si les ouvriers eux-mêmes ne savent pas quoi faire pour l'améliorer de leur propre situation? Si les ouvriers n'ont pas formulé leurs besoins et n'ont pas conclu que rien d'autre hormis la restitution de l'ensemble du capital entre les mains de ceux qui l'ont produit ne saurait mettre un terme aux maux de notre organisation économique, si les ouvriers par eux-mêmes ne trouvent pas et n'indiquent pas les moyens par lesquels on pourra accomplir la restitution du capital aux producteurs pour le bénéfice de toutes les classes de la communauté, cette confiance dans les nouveaux gouvernants n'est-elle pas la même vieille croyance en un sauveur arrivant un beau jour et arrangeant toutes choses pour le bien de l'humanité? Si ce n'est qu'elle prend une forme de croyance en plusieurs sauveurs réunis sous le vieux plafond d'un parlement en décomposition. Bien entendu, le problème auquel l'histoire a confronté les travailleurs de notre siècle est immense. Il est beaucoup plus compliqué et difficile d'entrevoir de nouvelles formes d'existence que de conserver simplement ce qui existe déjà ou de répéter de grandes phrases issues de programmes politiques anciens. La transformation des relations économiques est un problème beaucoup plus complexe que la réforme des institutions politiques. Mais l'histoire n'admet aucune excuse, aucune circonstance atténuante. Soyez à la hauteur des exigences du moment où vous serez écrasé, réduit en poussière, contraint de payer vos défaillances par des années de servitude, et peut-être également par des flots de sang. Tel est son verdict, inscrit dans les annales maculées de sang en 1848 et 1871 à Paris. Nous ne parlons pas, bien entendu, d'un programme d'action élaboré. Tout programme de ce type ne ferait qu'entraver la liberté de l'initiative individuelle. L'action doit être déterminée par les nécessités du moment. Mais ce qu'il nous faut faire est exprimer nos besoins d'une façon claire et intelligible. Non pas les réduire pour plaire à tout le monde, ce serait un caprice puéril, mais exprimer ce en quoi consistent, selon nous, les moyens de s'extraire des grandes difficultés économiques que nous ont léguées nos ancêtres, énoncer nettement ce qu'il faudra faire pour libérer les ouvriers de leur servitude actuelle à l'égard du capital. Il ne conviendra pas de dire simplement le socialisme. Le socialisme est en train de devenir un mot vague, parce qu'à mesure qu'il gagne en force, tout le monde se revendique socialiste. Bien des marchandises frelatées circulent déjà sous le drapeau rouge, y compris le socialisme de M. Bismarck, et celui du pasteur qui demande que soit octroyé davantage d'aumônes aux pauvres de la part des riches. Il ne suffira pas simplement de dire le socialisme. Nous devons établir clairement jusqu'où nous sommes prêts à nous engager pour rendre à chacun la part qu'il mérite dans la production commune. Les besoins de l'ouvrier doivent être formulés avec plus de précision. Mais pour ce faire, il nous faut dans un premier temps venir rapidement à bout de nombreux préjugés qui se sont formés dans nos esprits. Le préjugé en faveur de l'autorité, de la loi, du gouvernement représentatif et du règne de la monarchie. Voilà, cette troisième lecture est terminée. Donc vous pouvez voir un petit peu le parallèle qui peut être fait entre l'évolution de la situation actuelle et puis la période de 1848 en Angleterre, enfin du moins plus généralement en Europe, puisque ça a lieu aussi en Italie, et même jusqu'en 1871, dont il est question avec l'histoire de la Commune de Paris. Je vous mettrai d'ailleurs certainement dans la description un lien sur cette situation. Donc un petit audio, enfin du moins quelque chose à écouter et éventuellement à regarder. Et la situation actuelle où effectivement le politique cherche à séparer les différentes classes ouvrières populaires en faisant en sorte que les classes supérieures, donc par exemple on peut parler de la classe bourgeoise, va vouloir s'opposer à la classe ouvrière modeste, les ouvriers modestes vers les ouvriers pauvres et puis en dessous donc de plus en plus bas. Comme on peut le voir effectivement, où les politiques opposent les personnes qui sont au SMIC et qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins par le biais de leur travail, à les opposer aux personnes qui sont au chômage, comme si le chômage est quelque chose de volontaire. On voit effectivement les difficultés liées à l'emploi qu'il peut y avoir, le nombre de chômeurs réels et pas simplement les chiffres qui sont publiés, et le nombre d'emplois réellement disponibles. Il n'y a pas du travail pour tout le monde, ça n'est en aucun cas une réalité. Et puis les personnes qui se retrouvent sorties des chiffres du chômage, donc d'une part les personnes qui sont à la SS, donc l'allocation spécifique de solidarité, qui n'ont plus de droit au chômage et puis qui continuent à être inscrits et suivis par Pôle emploi,
et les personnes qui se retrouvent au RSA dont les montants entre l'ASS et le RSA sont équivalents. Donc pas de quoi subvenir à ses besoins, c'est-à-dire avoir un toit sur la tête, pouvoir effectivement s'alimenter de façon normale et suffisante, et puis on ne parle même pas de pouvoir avoir des loisirs. Il est question justement, au contraire, d'éveiller les personnes sur cette réalité politique qui veut que les personnes s'opposent les unes aux autres du plus haut vers le plus bas, et inversement, pourquoi pas, de manière à faire en sorte que les vraies questions ne se posent pas quant au problème effectivement des grands possédants, que ce soit effectivement les grands possédants terriens pour l'époque. Alors aujourd'hui, on a effectivement aussi des grands possédants terriens, mais surtout les grands possédants industriels, comme on l'a vu dans la lecture précédente, qui décident finalement des conditions d'emploi qui sont octroyées, avec l'ubérisation par exemple qui a lieu depuis maintenant un certain nombre d'années et qui est de plus en plus grandissante à travers les statuts auto-entrepreneurs qui sont vendus comme la panacée, alors même que beaucoup ne peuvent pas subvenir à besoin, ont des rémunérations qui sont bien inférieures au SMIC horaire, et même pour une grande partie n'ont pas de revenus, ou en tout cas inférieurs à la moitié du SMIC horaire. Donc ce n'est pas des conditions qui sont satisfaisantes ou qui soient vraiment enviables pour que les personnes connaissent la réalité de ces situations. Donc je vous remercie de cette lecture, je vous invite à me suivre pour la prochaine qui aura lieu demain, et si vous arrivez en cours de route, de prendre les lectures précédentes. Voilà, il suffira simplement, donc je vais ouvrir